mais même s'il est licencié, ils doivent lui payer les quasiment 4 ans et demi qu'il reste encore de contrat. Et tout ça, c'est de l'argent perdu pour la franchise. Et donc, ça représente à peu près 40-42 millions, quand même. C'est pas des clopinettes non plus, hein. C'est pas des- et je crois, alors on me corrigera sans doute si j'ai tort, mais je crois qu'il y a à peu près la même chose qui reste à payer pour John Gruden. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve pour le deuxième podcast de cette semaine, le premier du mois de novembre 2023, qui fait suite à la trade deadline, qui fait suite à une actualité aussi chargée en NFL. On va en parler tout de suite. Au programme de ce podcast, évidemment, le licenciement de Josh McDaniels des Raiders de Las Vegas. C'est la grosse actualité de ce mercredi. On va aussi reparler des trades, de la trade deadline. Il y en a eu 5, 6, 7, je ne vais même pas compter exactement, moins que l'an dernier. L'an dernier, on était à 11. On va parler des plus importants de ces trades, notamment les départs depuis les Commanders de Washington. Et pour parler de tout ça avec moi, mon Seb, qui est là. On est que tous les deux aujourd'hui. Mais on a gardé les deux meilleurs, donc c'est pas grave. Salut mon Seb, comment ça va? Salut Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir à tous les free agents qui ont signé des gros contrats bien juteux la nuit passée. Mais oui, on est que tous les deux. Écoute, on peut le dire, tu avais un choix à faire pour le starter, tu as choisi le meilleur, tu as Voilà, choisi c'est ça. celui qui a le plus performé cette saison, Future Rookie of the Year, C'est ça. Mezig. Voilà. Ça, c'était la trade deadline chez TF1 aussi. On a renvoyé ceux qu'on voulait plus. Non, on salue Yaya Ah, Arthur ce pauvre et Arthur, quoi. on salue Yaya Arthur et tous ceux qui sont avec nous d'habitude et qui ne pouvaient pas être là ce soir. En fait, on est comme une course à l'australienne. On commence les podcasts à 4 en septembre et tous les mois, on en élimine un et donc on finira logiquement à 0 au début janvier. Voilà. Non, je plaisante bien évidemment. On sera là toute la saison et même ensuite à l'intersaison, mais ça, on aura le temps d'en reparler. Alors, un qui ne sera plus là pour la fin de la saison, c'est Josh McDaniels. Lui, c'est certain, il sera plus là. Il a été renvoyé. Alors, on n'a pas tout à fait les conditions. En tout cas, c'était tard le soir hier euh, du côté de Las Vegas. Nous, on l'a appris très tôt dans la matinée de mercredi. Il a été renvoyé. Est-ce que déjà, première question, on sait, est-ce que c'est une décision logique? Quand on voit son bilan, on sait que ça chauffait pour lui depuis déjà un certain temps. Alors, je voudrais pas me mettre en avant, mon cher Flav, tu sais que c'est pas mon genre, mais Je vais le faire un peu il y quand a même, hein. un des voilà, mais il y a un des chroniqueurs les plus brillants de ce podcast, lors de l'émission consacrée au coach André G, qui avait annoncé, n'est-ce pas, que Josh McDaniels, serait, très certainement l'un des premiers coachs virés pendant la saison. Je vais pas donner, le nom de ce brillant podcasteur, je suis beaucoup trop modeste pour ça. Tu l'auras compris. Ça Non, commence par plus Seb et ça sérieusement, finit par Astien. C'est le nom du Tarassi, crabe dans la petite, c'est le nom du voilà, crabe dans la petite sirène. Je dis ça, on dit rien. c'est c'est le même. Alors bon, plus sérieusement, non, c'était, moi ça me semblait, attendu. Je veux dire même, en l'occurrence, Ding Dong the Witch is Dead quoi. C'était attendu, c'était écrit. Quand on voit le bilan, général de Josh McDaniels, faut noter aussi qu'il y a le general manager, hein, Dave Ziegler, ils ont Oui. fait un package. Ils sont partis, les 2 ils sont partis en même temps. Vous êtes arrivés Voilà. ensemble, ils sont repartis ensemble. Voilà, ils sont repartis ensemble, ils font un beau duo parce que on va essayer de je vais essayer de résumer très vite les exploits quand même réalisés par, ces 2 têtes pensantes à la tête de la franchise de Las Vegas. Quand ils sont embauchés en 2022, les Raiders, ils sortent d'une saison où ils ont été 17 et en plus ils ont fait des playoffs. Alors surprise, hein, pour eux, pour nous aussi, parce que c'est la première fois depuis, 2002. Donc la situation du club, elle paraît à peu près, saine. McDaniels, en moins de 2 ans, en 1 an et demi, son bilan, il est de 9 victoires et 16 défaites. Heu, il a et parmi ses exploits, il a laissé échapper une avance de 20-0 lors d'un match contre Arizona pour, sans doute ce qui est le la une des plus grosses défaites, du moins, une des plus grosses failures du club de l'histoire. Il a perdu contre Indianapolis lors du premier match de Jeff Saturday, qui était un coach intérim.
qui avait jamais coaché plus loin que le niveau lycée, que le niveau high school. Il a laissé filer une avance de plus de 10 points face aux Los Angeles Rams avec Baker Mayfield en quarterback, qui était arrivé 2 jours avant le match. Il prend un shutout contre les Saints avec une attaque qui n'a jamais passé la ligne des 50 yards. Et il y a 2 semaines, ils perdent contre Chicago et qui a un rookie de Division 2 undrafted qui fait son premier start. Moi, je sais pas, ça te pose un CV. Alors, certes, le type, il a remporté 6 Super Bowls avec les New England Patriots en tant que offensive coordinator. C'est peut-être un très bon offensive coordinator, mais je pense qu'il n'est pas fait pour être head coach. Son job de head coaching précédent, c'était Denver en 2009-2010. Là aussi, il n'a pas tenu 2 ans. Son bilan, c'est 11 victoires, 17 défaites. Moi, j'aurais été Mark Davis, je me serais dit, c'est un red flag quand même. Après, alors, crédit à mon ami Vinny Yanks qui m'a soufflé ça cet après-midi. À mon avis, Mark Davis, il sait pas que son coiffeur n'est pas coiffeur, en fait. Donc, il n'a pas su voir que Josh McDaniels, il n'était pas head coach. C'est un échec retentissant pour cette franchise qui, en plus, va leur coûter très cher parce que là, ils ont de la dead money pour 2 coachs qui sont partis aussi vite qu'ils sont arrivés. Et c'est pas des petites sommes, hein. Ouais, alors là, je rends hommage à un autre podcasteur que vous connaissez bien, qui est Yaya. Si vous reprenez le podcast sur les coachs en danger, non pas en 2023, mais en 2022, on avait déjà parlé de la situation des Raiders de Las Vegas parce que Josh McDaniels était déjà à ce moment-là en danger, ce qui pose question puisque ça fait presque un an qu'il est en danger quand même, hein. Euh, et c'est dire à peu près le truc. Yaya a expliqué à juste titre qu'à ce moment-là, les Raiders ne pouvaient pas se séparer de Josh McDaniels pour des raisons purement financières. Le contrat de Josh McDaniels, c'était environ 60 millions de dollars sur 6 ans garantis. C'est-à-dire que là, même s'il est licencié, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, hein, mon cher Seb, mais même s'il est licencié, ils doivent lui payer les quasiment 4 ans et demi qu'il reste encore de contrat. Et tout ça, c'est de l'argent perdu pour la franchise. Et donc, ça représente à peu près 40-42 millions, quand même. C'est pas des clopinettes non plus, hein. C'est pas des et je crois alors, on me corrigera sans doute si j'ai tort, mais je crois qu'il y a à peu près la même chose qui reste à payer pour John Gruden. Donc, ça fait du 80 millions Donc, perdus, hein. j'ai cru dire que c'était du 80 millions en dead money pour les 2 coachs. Ça commence à faire beaucoup. Tu as un Jimmy Garoppolo qui a été signé pour 3 ans et 72 75 je crois. S Pareil, enfin, Jimmy G, je pense qu'il va pas rester bien longtemps encore Hmm. à Las Vegas, hein, malheureusement, il est victime. Alors, moi, j'estime qu'il est victime de beaucoup de choses, hein, quand même dans cette franchise. Enfin, ce club sous-performe complètement. L'attaque, ne parlons que de l'attaque, puisque c'était censé être la spécialité de McDaniels. L'attaque, elle est 31e en total, 32e en course, 30e en scoring. Alors que tu as Davante Adams, Josh Jacobs dans le backfield, tu as Hunter Renfro également, qui est pas le plus mauvais des receveurs, et tu as Jimmy Garoppolo, qui est censé être quelqu'un qui fait le job. Voilà, c'est certainement pas un All-Pro, mais c'est quelqu'un qui est censé faire le job. Et ça marche pas. Donc, oui, le souci, il était sur la touche, hein. On a, alors je viens de vérifier, au tout début, alors après il a restructuré son contrat, Jimmy Garoppolo, t'avais dit 70 millions, t'étais pas loin, c'était 67,5, hein, donc Hein, autant pour moi, attendez. je savais pas les Non mais chiffres. à 2 millions près, ils sont plus à ça près, nos bons Raiders. Oui, là Pour eux, maintenant, c'est un taux d'intérêt, c'est tout quoi. et Donc voilà. la question, c'est bon, la fin de la saison, la saison à venir, elle est foutue, elle est tankée. Là, on sait qu'ils vont très certainement ils vont starter Aidan O'Connell, hein, Jimmy Ouais. Garoppolo, il va rester sur la touche. Donc la saison, elle est tankée. C'est la suite. Qu'est-ce que c'est? Mais Qu'est-ce que c'est? c'était la question suivante en fait, c'est ça. Donc on a appris dans la journée qu'Aiden O'Connell prendrait la place de Jimmy Garoppolo, qui est un peu victime collatérale de cette affaire, puisque bon, il a été choisi, on le sait, par Josh McDaniels, hein, à la suite du départ de Derek Carr, départ qui a été, on peut le dire aussi, hein, il a été plus poussé vers la sortie qu'autre chose, hein, le bon Derek Carr. Hein, il s'est retrouvé chez les Saints. Bon, je suis pas sûr pour lui qu'il ait perdu au change, mais enfin bon, ça c'est peut-être mon côté fan des Saints. Hein, mais bon, je pense qu'à l'heure actuelle, vaut mieux être en Louisiane que dans le Nevada. Euh, il a donc eu cette affaire avec Derek Carr. Il a ramené derrière Jimmy Garoppolo, et là,
bah, il y a un changement total. C'est-à-dire qu'on change le head coach, on change le GM. Dans la journée de mercredi, on a appris que le coordinateur offensif aussi partait. Le quarterback est changé. Ce sera Aidan O'Connell pour affronter donc les Giants dimanche. C'est vraiment faire table rase de la situation et dire bon bah maintenant on repart d'une feuille blanche. Alors espérons pour les Raiders que cette fois ça marche parce qu'on rappelle quand même, mon cher Seb, que ça fait un petit moment qu'ils essayent de faire des restarts. Ça s'est succédé le nombre de coachs depuis une vingtaine d'années chez les Raiders. Et jusque-là, ça n'a pas eu grand succès, quoi. Ça a pas eu grand succès, mais à chaque fois, ils sont victimes de leurs erreurs de gestion, précédentes. Là, faire table rase, certes, mais tu pars quand même avec un sacré handicap avec le fric que tu dois balancer dans des coachs que tu as virés, malheureusement, comme tes joueurs stars, tu n'as pas réussi à les faire briller. J'ai peur que tu n'en tires pas grand-chose sur le marché de la free agency. Davante Adams, moi, je reste persuadé que Davante Adams, c'est un très, très bon receveur, mais ses performances cette saison sont pas bonnes. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir en tirer? Je suis pas sûr qu'il y ait un club là qui soit prêt à mettre un 2e tour, voire même un 3e tour sur Davante Adams. La reconstruction, elle va être compliquée. Après, peut-être qu'ils vont se trouver un general manager qui est vraiment, génial qui va, leur permettre de remonter ce club. Faut aussi se mettre, dans l'esprit que remonter un club, ça prend du temps ça, la notion de temps, j'ai peur également que chez les Raiders et c'était déjà le cas quand ils étaient à Auckland et c'était aussi le cas quand ils étaient à Los Angeles, ce soit une vue de l'esprit, il faut que ça, just win baby, faut que ça marche tout de suite ou sinon, tout le monde dégage. Heu, la preuve par, les événements de cette nuit et d'aujourd'hui. Mais est-ce qu'ils auraient pas mieux fait, du coup, parce que on peut penser quand même que Mark Davis savait qu'il allait renvoyer notre ami Josh McDaniels quelques heures après la trade deadline. Il savait qu'il y aurait cette table rase faite au niveau de la franchise. Est-ce qu'il aurait pas mieux fallu aller tenter chercher quelques tours de draft supplémentaires pour la reconstruction l'an prochain? Parce que là, on se retrouve avec une franchise qui a bah, tout simplement trois choix sur les 3 premiers tours, comme n'importe qui, j'ai envie de dire. Ils sont pas plus avantagés, tu vois, ils partent pas avec, comme on en reparlera tout à l'heure, Washington, qui a cinq choix dans les 100 premiers choix. Là, va vraiment pas falloir se rater sur la draft de l'an prochain pour repartir avec des bases intéressantes et tenter quelque chose. Il va y avoir un choix de coach aussi à faire, parce que notre ami qui vient de prendre le poste par intérim, l'ancien linebacker d'ailleurs des Giants, qui va retrouver les Giants pour son premier match. Donc c'est Antonio Pierce hein, qui a pris le poste d'intérim head coach. On peut penser qu'il va pas rester 50 ans sur le banc des Raiders. Jusque-là, tu es d'accord avec moi? Je suis absolument d'accord. Je pense pas Voilà. qu'Antonio Pierce soit appelé à occuper ce poste. À Oui. moins vraiment qu'il il veuille faire le poste à l'économie et qu'ils prennent le type qui va accepter de coacher pour un SMIC, si tu vois ce que je veux dire. Ou qu'il se Mais, révèle comme un très bon head coach, on sait ou jamais. qu'il se Tu révèle vois. que oui, on sait jamais. Peut-être que voilà, Voilà. ils auront vu la lumière et ouais, qui sait? C'est un Après joueur qui avait qui avait eu de l'expérience, qui a gagné un Super Bowl. Voilà, c'est pas n'importe qui, Antonio Pierce. Mais en tant ah que non, joueur, tout en à tant que fait. coach, il n'a Voilà, pas un parcours jusque-là. Il était coach des linebackers du côté des voilà. Raiders. C'était pas défensif coordinator ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est-à-dire qu'en plus, c'est même pas un coordinateur qui prend l'intérim, c'est un coach de position. Donc ça veut vraiment dire que là, tu es, en matière de gestion de ton personnel, tu es, en urgence code rouge et que tu fais avec ce que tu as. Et quant à la draft, les Raiders et la draft, c'est quand même une une Et drôle oui, c'est d'histoire ça. d'amour, hein? Eh oui. Et enfin, je suis désolé pour les fans des Raiders, j'ai vraiment rien contre les Raiders, mais j'ai peur qu'ils fassent n'importe quoi, une fois de plus. C'est après, je pense que les fans des Raiders seront très contents. C'est peut-être le meilleur cadeau de ce début novembre qu'on pouvait leur Ah, faire, qu'ils aient changé de coach, hein. Je pense que là, pour le alors coup, ils ça seront ravis d'écouter ce podcast. sans contestation, moi je suis sûr que pour eux c'est Noël, hein. Je les comprends. C'est oui, là, c'est la fête, hein. Ils ont dû tous sabrer le champagne. C'est parce que bah, il y en avait marre. Clairement, quand on avait reçu, je crois que c'était, il m'excusera si je me trompe de prénom, je crois que c'était Romain des Raiders l'an dernier. Il nous disait que bah voilà, Josh McDaniel, ça pourrait pas durer des années et des années. Et le problème, c'est qu'ils se sont encore une fois tiré une balle dans le pied avec ce contrat
Ce contrat énorme, 6 ans, 60 millions sur un coach, tu l'as dit, où sa seule expérience de head coach, c'est mal passé en plus. Ça me paraît quand même, encore une fois, des problèmes de gestion assez importants. Tu vois, encore, tu fais ça 6 ans garantis, tu fais ça sur un John Gruden. Oui, 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 Pourquoi pas? sur Mais un coach. après, ça marche pas tant. Bon, Gruden, il est parti pour des raisons extrasportives, mais admettons, ça marche pas, bon, ça marche pas, mais au moins dans une certaine forme de logique, ça se comprend. Je veux dire, le type a une super réputation de head coach, il a gagné des Super Bowls, il a voilà, ça se comprend. Mais là, sur un Josh McDaniels, bon sang, c'est en dépit du bon sens. Ah oui, c'est carrément au dépit du bon sens. Je suis en train de vérifier en même temps certains contrats. Tu vois, par exemple, tu prends Brian Daboll chez les Giants, il a été embauché sur 5 ans. Mike Mmh. McDaniel chez les Dolphins, c'est un contrat de 4 ans. Bref, Mmh. tu vois, et c'est pas des coachs qui sont non plus des, des personnes qui ont échoué toute leur carrière, quoi, hein. Donc, Non, Daboll, c'est Daboll Head Coach of the Year l'année en dernière. plus, McDaniel, il était reconnu avec son travail d'assistant et de coordinateur et là, bah, ça marche plutôt pas mal pour lui à pardon, à Miami. Ça fait sens sur des gens comme ça. je suis même pas sûr que quand Kyle Shanahan est arrivé du côté des 49ers, il a eu un contrat aussi énorme que celui de notre ami Josh McDaniels. Faudrait vérifier, mais bon, Mmh. comme là en plus il vient de re-signer Shanahan, on va pas dire de bêtises. En parlant des 49ers, on va passer à la trade deadline. Ah! Ah, les 49ers de San Ah! Francisco, quel coup nous ont-ils fait hier? Tiens donc, tiens donc, tiens donc. On savait que Chase Young était sur le départ, ça c'est un secret pour personne, ça faisait à peu près 2 semaines que les Commanders disaient, à qui voulait bien l'entendre, que si ils ne battaient pas les Eagles de Philadelphie, alors ils laisseraient probablement partir Montez Sweat, on en reparlera tout à l'heure, et euh, Chase Young. Chase Young est donc parti chez les 49ers de San Francisco. Alors déjà, première question, on sait parce que là c'est ta franchise, donc bon, normalement, c'est quand même pas cher payé un troisième tour de draft pour Chase Young, non? Moi, je trouve que c'est une sacrée affaire, hein. Ouais, hein, c'était les C'est une soldes, sac hein. c'était les soldes. Écoute, je pense que très objectivement, je pense que les Niners, ils ont sans doute attrapé le plus gros nom qui était, dans le trade block Mm. avec Chase Young, parce que comme tu l'as rappelé, c'était Kaseyaki qui ferait, partie des joueurs, tradés. Mais en plus à ce entre guillemets «à ce prix-là», j'ai pas envie de dire que c'est cadeau, mais presque. Il récupère un joueur, alors certes, qui a un passé en matière de blessure qui est assez important, mais déjà, cette année, Chase Young, c'est 5 sacs, 12 plaquages solo, 3 assists, 9 hits, donc c'est une ligne de stats qui est honorable, ma foi. Sur la ligne, tu Nick Bossa, et Hargrave, plus, Armstead, plus, Drake Johnson également et puis ça te donne un front intéressant avec en plus Fred Warner, Dre Greenlaw et même Randy Gregory, hein, Oui, Randy qui est Gregory, arrivé des ouais. voilà, qui est arrivé des Broncos et qui a commencé déjà à prendre son petit, volume de jeu. C'est d'autant plus une bonne affaire que, comme je l'avais souligné à plusieurs reprises, il y a un petit problème de pass rush à San Francisco. Alors ça semble étonnant parce que la ligne était déjà riche, mais je crois qu'ils sont seulement à 18 sacs, cette saison, si ma mémoire est bonne. Je n'ai pas les chiffres sous les yeux. Chase Young, sa carrière, cette année, elle est quand même repartie, du bon pied. Il a seulement 24 ans. Heu, Moi, je trouve que c'est un capital de draft bien investi, sur un joueur qui est déjà accompli et qui, s'il peut, rester en bonne santé, peut prendre, du volume de jeu et s'exprimer, pleinement à San Francisco. J'ai envie de dire que les riches sont devenus encore plus riches, quoi, Voilà. sur cette opération. Voilà. Et j'ai envie de dire, et c'est pas pour flatter ta franchise, que c'est un nouveau choix intelligent Mmh, du GM notamment, et on en est habitué avec les 49ers de San Francisco, mmh, parce qu'il y a quand même souvent des choix intelligents, même dans les tours lointains de draft. On l'a vu avec Brock Purdy notamment, parce que bon, en ce moment on parle beaucoup Brock Purdy, est-ce que c'est la fin de l'état de grâce et tout? Il n'en reste pas moins que faut quand même se rappeler d'où il vient, le garçon. C'est pas un premier voilà. choix non plus, hein. Donc bon, faut redescendre un petit peu. Euh, et on a vraiment cette sensation que
je vais pas dire tout réussi aux 49ers parce que il y a des défaites en ce moment, ils ont pas gagné l'an dernier, ils ont pas gagné l'année d'avant. Bref, mais n'empêche que dans les choix, dans le management, ça reste toujours relativement intelligent. Alors on va nous dire oui, il y a eu le chat Reden. D'accord. Voilà. OK. Il y en a eu un. Allez. Un. Voilà, Et c'est voilà, un il y a sur, une erreur. Il y en a, ouais. c'est une réussite, c'est déjà beaucoup dans certaines franchises. Mmh. Eux, ils ont fait une erreur. Bon, ça va, on va pouvoir leur pardonner ça. Mais là, le troisième tour de draft, alors on reparlera du cas des Commanders juste après, parce que je pense qu'en fait, euh, ce troisième tour de draft a été accepté parce qu'il y a eu le trade de Montez Sweat avant, qui leur a déjà Mmh. donné un deuxième tour de draft. Je pense que si Chase Young avait été tradé en premier, peut-être qu'ils auraient dû dépenser un deuxième ou quelque chose comme ça. Mmh. Les Commanders, ils étaient partis dans l'optique, ils l'ont toujours dit, d'avoir au moins 5 choix dans les 100 premiers. Ils avaient leur deuxième tour supplémentaire. Je pense qu'ils ont laissé Chase Young pour un troisième tour parce qu'ils ont vu Mmh. leur approcher et qu'ils voulaient absolument un tour supplémentaire de toute façon. Mmh. C'est vrai, ça ferait sens. Ça ferait C'est- sens. ça me semble plutôt cohérent. Il n'en reste pas moins que là, nous donne quand même une ligne, et t'en as parlé rapidement, une ligne qui est quand même, et enfin, ça fait peur à n'importe qui. Je suis désolé, mais quand tu vois l'état de la ligne défensive des 49ers, alors notre cher Arthur, qui n'est pas là ce soir, nous dirait oui, mais regardez contre les Bengals qui n'ont pas la meilleure ligne offensive de toute la ligue, bah, finalement, les Bengals s'en sont sortis. Oui, alors d'accord, mais quand tu vois n'empêche le taux de pression qu'il y a eu sur Joe Burrow quand même, parce que Mmh. il y a des fois il s'en est sorti par miracle, hein, le pauvre Joe Burrow. Hein. Mmh. Je me rappelle de cette action dans la première mi-temps où on dirait qu'il a du savon sur son maillot tellement il glisse Mmh. entre les défenseurs. Il était obligé de faire des exploits sur certaines actions pour éviter les sacs. Donc bon, la ligne, elle était déjà pas mauvaise, et tu rajoutes Chase Young là-dedans, en rappelant qu'en plus ils se connaissent avec Nick Bossa, puisqu'ils ont joué tous les Absolument. deux à Ohio State pendant, alors je crois que c'est 2 saisons ensemble, hein, 2017 Oui, et 2018. c'est ça. En plus, c'est des gens qui se connaissent déjà, qui ont déjà joué ensemble. Moi, franchement, je vais te poser la question, mais je pense que la réponse on la connaît. Ils ont la meilleure ligne défensive du pays, les Niners. Écoute, sur le papier, oui, je pense, d'ailleurs là, ils sont en bye week, mais pour dans 2 semaines, Trevor Lawrence, en sueur, hein. Oui, en plus, c'est Je ça. En pense plus, je pense qu'ils ils ont 10 jours pour l'intégrer au système et tout. En plus. voilà, ça veut dire que quand ils vont sortir de bye week, Young, il sera prêt à jouer. Oui, Il peut même être starter, oui. dès le si vraiment il fait son trou et qu'ils lui font confiance, il peut peut-être même être starter, dès son premier match. Donc oui, sur le papier, il y a la meilleure ligne, il y a peut-être même un des meilleurs front seven du pays au niveau, professionnel, c'est indéniable. Après, il faut que ça clique. Il y a aussi une question d'alchimie. Il va falloir voir en termes de coaching et en particulier du defensive coordinator, comment ça va se passer. Il y a d'autres problèmes, pardon, il y a d'autres problèmes à régler également dans la défense des 49ers. On a parlé de la couverture de passe qui se relâche un petit peu trop tôt. Et je pensais vraiment qu'ils iraient chercher un corner pendant cette trade deadline. Bah, alors Euh, apparemment, ils ont essayé d'aller chercher Jalen Johnson, hmm, mais ça s'est pas fait. On sait que les Bears avaient dit qu'il était libre de chercher un trade. Bon, visiblement, ça s'est pas fait avec Chicago. On va reparler d'ailleurs dans quelques secondes de Chicago, parce que là, ton avis va m'intéresser hautement sur le cas des Bears de Chicago. Mais bon, voilà. Si t'as fini sur la ligne défensive, on passe aux Bears. c'est bon pour moi, vas-y. C'est bon, alors on y va, parce que les Bears, ils nous ont fait quand même un truc intéressant. Déjà l'an dernier, à la trade deadline, on avait fait un live avec Yaya de débriefing, et on avait parlé longuement des Bears, parce qu'ils voilà, ils avaient vendu à tour de bras, bon bref, admettons. Là, cette année, ils sont allés chercher donc Montez Sweat, le fameux joueur de ligne défensif des Commanders de Washington, contre non pas un troisième tour, mais un deuxième tour, c'est-à-dire qu'ils ont payé plus cher Montez Sweat que Chase Young. Bon, déjà, admettons, admettons. Euh, Est-ce qu'ils ne sont pas fait un peu avoir dans l'affaire les Bears, mon cher Seth? Alors, on va essayer de poser un petit peu les choses. C'est un joueur Le de pass talent, hein, Sweat, hein, ça, il C'est n'y a pas de souci. absolument, attention, c'est quelque chose qui ne sera pas, remis en cause, hein. Montez Sweat, là, jusqu'ici, c'est 6 sacs et demi, 21 plaquages solo, 11 assists, 11 hits. Donc c'est des stats qui sont encore plus importantes que celles de Chase Young. Le pass rush de Chicago,
cette saison, il est infect. Il est 32e. Ils ont fait 10 sacs dans la saison. Yannick Ngakoue et DeMarcus Walker, ils sont absolument inefficaces. Donc, aller chercher un defensive tackle qui en plus est un bon rusher correct. Faut pas oublier aussi que, attention, son pass rush rate, il est seulement de 8%. Ça le classe 52e dans la ligue dans ce domaine, alors qu'il était de 14 en 2022. Et il a déjà 27 ans. Bon. Mais ça reste on va dire une valeur sûre à son poste. Ok, ça peut s'entendre. Mais ils sont dans une telle situation, les Bears, ils sont pas dans la course au playoff. C'était vraiment nécessaire de mettre un deuxième tour pour un joueur qui va peut-être faire que les 9 derniers matchs de la saison. Et qui en plus était Et, enfin et qui était agent libre à la fin de la saison. Donc ils et auraient qui pu aller est chercher à la fin de la saison. à la fin de la saison, et il aurait peut-être pas coûté aussi cher, entre guillemets. Donc, Ouais. je suis. Ils sont peut-être tiré peut-être pas une balle dans le pied, mais peut-être une balle dans un orteil, tu vois, au moins. On le saura vraiment, je pense, quand la saison sera terminée et vraiment au moment de la draft, pour voir ce qu'ils vont faire. Parce que après tout, peut-être qu'ils vont avoir quelque chose pour trade up ou Justin Fields, hein, au hasard. Mais là, je suis pas sûr qu'ils aient fait une si bonne affaire que ça. À court terme, à très court terme, peut-être, et encore, je vois pas comment ils pourraient se sortir. Je pense pas que Montez Sweat, à lui tout seul, puisse les sortir de l'ornière dans laquelle ils sont actuellement. À moyen terme, c'est déjà plus suspect, hein, comme choix. Bah moi, c'est ce qui me. Alors, je me dis dans un sens, ils ont déjà des choix intéressants en draft au premier tour, puisqu'ils ont le choix des Panthers de Carolina qu'ils ont récupéré avec le trade-up pour Bryce Young en 2023. Donc, ils ont deux choix de premier tour. Donc, est-ce qu'ils se sont pas dit, bon, au final, on aura de quoi choisir dans le premier tour, on peut laisser un deuxième tour? Impossible. Moi, ce qui me paraît effectivement suspect, c'est cette idée d'aller chercher avec un deuxième tour de draft un joueur qui allait être agent libre. On sait que les Bears ont un énorme cap space, c'est eux qui en ont le plus pour l'an prochain, pour la saison 2024 à l'heure actuelle. Donc on peut se dire, ils auraient pu aller lui proposer un gros contrat à la fin de la saison. C'était tout à fait envisageable. Et d'ailleurs, ce trade, à mon sens, n'a de valeur que si derrière il signe un contrat à plus longue durée avec les Bears. Si c'est pour faire 9 matchs, je vois pas l'intérêt. Vraiment, Exactement. je comprends pas le truc. Donc à mon avis, l'idée c'est quand même de lui offrir un bon contrat derrière. Dans ce cas-là, pourquoi avoir sacrifié un deuxième tour de draft? Que tu le fasses parce que tu es à 4-4, par exemple, 4 victoires, 4 défaites, tu es en Mm. course pour les playoffs, tu as besoin d'améliorer ton pass rush tout de suite maintenant pour te donner une chance d'aller en playoffs. Ça s'entend. Les Bears, soyons honnêtes, les chances qu'ils fassent les playoffs, je les ai pas là, les probabilités sous les yeux. Elles sont à combien? Elles sont à moins de 10%. Bah, on est plus Euh, proche du zéro que du 100, c'est sûr que ça, c'est c'est une certitude. donc voilà. Donc quel est l'intérêt d'aller sacrifier un deuxième tour pour Bah, pour un truc qui n'aura pas beaucoup d'effet sur la saison en cours. Enfin, je vois pas trop le principe. Et si vous êtes fan des Bears ou d'une autre franchise et que vous comprenez le move, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, hein, à nous expliquer, parce on n'a pas la science infuse. Peut-être que si ça se trouve, il s'avérera qu'ils avaient raison, hein, peut-être. Hein. Ça me paraît quand même suspect comme choix. Qu'ils aillent le chercher, s'entend, surtout qu'il était marqué presque sur son front qu'il était possible de l'acquérir, donc qu'ils aillent le chercher, pourquoi pas. Après, est-ce qu'il n'y a pas eu un jeu de poker menteur avec une autre franchise qui le voulait vraiment et que du côté de Washington, ça a fait monter les enchères en disant un tel va le prendre, un tel va le prendre, et qu'ils ont lâché un deuxième tour pour être sûr de l'avoir, c'est pas impossible non plus. Hein. Oui, ça, on n'est pas dans le secret des dieux, oui, je pense qu'on le saura jamais. Mais effectivement, moi, j'abonde en ton sens. Du coup, ça fait un petit peu cher payé. On pourrait imaginer également qu'ils se disent, on le teste sur la fin de saison avant de lui offrir un contrat, mais, Hmm. il- mais pareil, ça reste, même dans cette optique-là, ça resterait cher payé. Et puis, il peut s'en passer des choses, hein, en 9 matchs. Effectivement, il peut surperformer et il aura gagné son contrat avant même que la saison soit terminée.
où il peut se faire mettre un genou en l'air et puis c'est terminé pour l'année prochaine, même pour l'année prochaine. Ce serait effectivement fini. Oui, là-dessus, c'est très clair. Ce Alors, que ce que je ne lui souhaite pas, hein, attention, soyons non, très, non, très clairs à euh, nouveau, là-dessus. voilà. Mais bon, voilà, le move se comprend, la façon dont il est fait est un peu suspecte. On passe aux Commanders de Washington, parce qu'on en a parlé. Chase Young est parti, Montez Sweat est parti. Alors, on pourrait se dire, oh là là, mon Dieu, c'est quand même un gros coup dur pour Washington. Ils perdent deux de leurs principaux atouts défensifs. Est-ce qu'ils vont pouvoir rebondir? Alors, je pense que là, c'est si on se place dans une optique très court terme. Il faut voir plus long terme. Pour moi, les Commanders ont fait exactement ce qu'ils voulaient à cette trade deadline. On en a parlé, ils recherchaient des tours de draft. Aujourd'hui, ils se retrouvent avec 5 choix dans les 3 premiers tours. Autant dire qu'ils ont largement de quoi faire la saison prochaine. Ils ont même de quoi refaire un trade-up à un moment avec d'autres tours. C'est tout à fait possible. Ils peuvent monter, ils peuvent descendre, ils peuvent faire à peu près tout ce qu'ils veulent. Je pense que le projet, avec le nouveau propriétaire, on en a parlé dans le podcast de lundi avec Yaya et toi, Seb, c'est justement de repartir sur quelque chose de complètement nouveau. À mon avis, Ron Rivera va pas tarder à être out. Samuel, on verra s'il le conserve ou pas, ça va dépendre de sa fin de saison. Et je pense qu'ils vont se servir de ces tours-là pour recommencer, eux pour le coup, vraiment d'une page blanche. Absolument. C'est révélateur de la direction que Washington, souhaite prendre. Les dirigeants sont lucides quant à l'état sportif, de la franchise. Il y a déjà eu un gros travail de reconstruction administrative et de reconstruction de l'image du club également, qui a été fait, cette saison avec, ce changement, d'actionnariat. Maintenant, ils s'attaquent, de façon frontale à l'aspect, sportif. Donc ils sont lucides quant à leur état sur le terrain. Ils ont véritablement conscience de la valeur des pics qu'ils ont reçus, contre ces joueurs de valeur. Peut-être qu'il aurait été possible de construire autour de Chase Young, même si ça aurait probablement coûté plus cher, parce qu'il aurait fallu passer certainement par plus de free agency et qu'il y avait quand même des questions autour de sa santé. Heu, pour le trade de Sweat, ils en retirent un deuxième tour. Peut-être qu'ils auraient pu en tirer plus, mais mieux vaut en retirer cela maintenant qu'en laissant tester le marché de la free agency, dans un an. Et en plus, je pense également qu'en se séparant des 2, ils s'épargnent un dilemme, c'est de se demander lequel des 2 ils allaient taguer à la fin Mmh. de la saison. Mmh. Et ça, c'est plutôt finement joué parce que leurs tags, ils vont pouvoir, par exemple, déplacer sur, au hasard, un joueur comme le cornerback Kendall Fuller, sur lequel ça ferait sens de le taguer. Donc voilà, on a le début du projet. Ils ont choisi cette reconstruction en étant, très agressifs, en fait, sur cette trade deadline. Il semble acquis, enfin, on le dit entre nous, depuis le début, que Eric Bieniemy sera le head coach la saison L'an prochain, prochaine. oui. Voilà. On n'est pas tout à fait dans le table rase. Effectivement, il y a la question, Samuel que tu évoquais, tout à l'heure. Ça va dépendre de sa fin de saison, ça va dépendre de beaucoup de choses et notamment de ses performances. On voit là le début de la reconstruction. On se rend compte qu'on est vraiment dans une année zéro pour Ouais. Washington. Mais on voit un Voilà, projet, au moins. mais Contrairement on à voit un certaines projet. franchises, on voit l'idée du truc. On arrive à comprendre une idée. Des fois, on n'arrive pas à comprendre l'idée. C'est ce qui est pire. Si légèrement on comprend pas, c'est que ça finit mal. La draft de Washington va être Ouais. particulièrement, intéressante à suivre et même les éventuels mouvements qu'ils pourraient faire pendant l'intersaison. Alors je reprends une question parce qu'on vous demande sur Instagram et sur Twitter maintenant appelé X de nous poser vos questions. On en a eu quelques-unes et on vous en remercie. D'ailleurs, on en a de plus en plus, donc n'hésitez pas avant chaque podcast à nous poser vos questions. Et on en a une là précisément de Guillaume qui nous demande Ron Rivera s'est-il auto-condamné en tradant ses deux atouts défensifs? La question étant de savoir si Ron Rivera n'est pas déjà condamné d'avance. Ron Rivera, à mon avis, il est condamné depuis le début de la saison, parce qu'on en parlait déjà. Mais je vais reprendre les arguments que j'avais déjà développés dans le podcast sur les coachs en danger, puisque il faisait partie du lot. Il s'est passé tellement de choses sur le plan administratif à l'intersaison
pour, pour les Commanders que, je pense que le licenciement de Ron Rivera n'était plus la priorité à ce moment-là. Donc il est peut-être passé un peu entre les gouttes, lors de l'intersaison, mais là, ça y est, c'est acté, la reconstruction, commence. Je en plus, je suis alors, une fois de plus, je suis pas dans le secret des dieux. Je suis pas sûr que ce soit lui qui ait eu le dernier mot Alors, on sur nous ces a dit échanges. dans la journée qu'il avait été, consulté sans Mmh, arrêt, qu'il était d'accord avec, tous les moves qui avaient été faits. Voilà. ouais. Bon, ça c'est après il y a la communication, il y a ce qui est dit et ce qui hein, Voilà. voilà. Il est pas c'est pas non plus quelqu'un qui est du genre à faire des vagues, Rivera. Donc, Non. je pense que là, maintenant, avant d'être licencié, c'est pas quelqu'un qui va aller voir la presse ou aller sur les réseaux, pour dire, «Non, non, mon club a fait n'importe quoi, j'étais absolument contre» et cetera. C'est peut-être quelque chose qui sortira, plus tard ou peut-être pas après tout, mais, je moi, je suis pas sûr que c'est lui qui ait été dernier mot, mais ce n'est que pure spéculation de ma part, hein. Attention, faut le prendre pour la valeur que ça a, c'est-à-dire, juste, un type qui est dans un podcast et qui a un micro, hein, attention. On peut donner le micro à n'importe qui, mais on ne le fait pas chez TF1, nous on ne le fait pas, c'est ce qui est déjà pas mal. Il avait été, embauché en 2020 Ron Rivera et normalement il a un contrat qui court jusqu'à 2025, pour 8 millions par an. Bon c'est moins que Josh McDaniels. Ouais, Mais il y en c'est a toujours beaucoup, ça. hein, qui sont moins de Josh McDaniels, hein, au niveau montant. On va pas faire la liste, ça nous prendrait trop de temps. Non, mais clairement, on voit qu'il y a un projet du côté de Washington, et encore une Ouais, fois, c'est intéressant parce que clairement, quand Guillaume nous parle de sacrifice de Ron Rivera, d'atouts défensifs, le truc qu'il faut voir, c'est que, comme tu l'as dit, ils auraient pas été capables de toute façon de donner deux gros contrats ou de non, taguer. Il aurait fallu choisir qui taguer, renouveler le contrat de l'autre, et ça allait coûter très cher. ouais, Ils ont préféré se dire, on en gagne des tours de draft et on reconstruit. C'est un choix. Je pense que la saison, ils ont fait une croix dessus de toute façon. Ils savent que voilà, le match, et ils l'avaient dit avant même le match contre les Eagles, ce match contre Philadelphie allait décider si oui ou non ils allaient être vendeurs à la trade deadline, avec une victoire contre les Eagles, et ça a bien failli arriver, hein, parce qu'on rappelle que sur la première mi-temps, les Commanders se faisaient plus que jeu égal, ils menaient même contre les Eagles, ils faisaient jeu égal jusqu'à la fin du troisième quart. Euh, avec une victoire face aux Eagles, peut-être que l'avenir aurait été complètement différent. Peut-être qu'ils se seraient dit, il y a encore un espoir, il y a encore tout ça. Avec la défaite, bon voilà, ils ont acté la fin de la récréation, si j'ose dire, et voilà. maintenant ils vont se laisser glisser doucement pour que leur choix de draft. Alors le tanking n'existe pas en NFL, oui je sais, et voilà, pour que leur choix de draft soit bien utilisé, dirons-nous. Non, je pense qu'ils vont terminer la saison en faisant, au mieux avec les moyens dont ils disposent. Mais effectivement, la défaite contre Philadelphie, ça a un peu enterré des espoirs, alors qui restaient minces, hein, malgré tout. Mais en même temps, je me dis que Washington à 3-5 à la 8e journée, bah, on n'en attendait pas tant, hein, Oui, et puis mathématiquement c'est pas terminé, hein, il suffit et de. mathématiquement, c'est pas terrible. Après attention, ils sont 0-3 dans la division, hein, Oui, voilà. Non, non, mais voilà. pour le titre de division, de toute façon, ils n'iront pas chercher Ouais, les Eagles, ça oui. c'est quasi certain. Mais pour la qualification, s'il devait y avoir des tie-breakers, là, c'est Ouais, déjà un ouais. peu chaud, hein. Ils allaient chercher, même une wild card, faudrait être avec un Ouais, bilan positif, ça va falloir quand ouais, même bien, ça serait bien ramer en ça deuxième serait partie de saison. ce serait compliqué. Bon, En parlant de playoffs, mon cher Seb, on va partir du côté des Vikings du Minnesota. On s'était eh demandé oui, lundi, avec la blessure de Kirk Cousins, maintenant on a la confirmation comme quoi le tendon d'Achille est bien rompu et que la saison est terminée pour Captain Kirk. On s'était demandé, est-ce que ils vont aller chercher un nouveau quarterback à la trade deadline, ou est-ce qu'ils vont carrément balancer, on sait que Justin Jefferson arrive en fin de contrat, etc. Est-ce qu'ils vont décider, Daniel Hunter était aussi dans le trade block, est-ce qu'ils vont balancer leurs meilleurs joueurs et puis se laisser glisser tranquillement pour la fin de saison? Aucun départ chez les Vikings. mmh, Si, pardon, il y a Ezra Cleveland qui est parti, pardon. oui, exact, il y a Cleveland. Bon, désolé, il y a un départ, mais qui n'est pas parmi les départs, sans vouloir faire offense à notre ami Cleveland, parmi les top joueurs qu'on attendait. Il n'y a pas de Daniel Hunter qui est parti, il n'y a pas de Justin Jefferson qui est parti.
Et ils sont allés chercher un quarterback, Joshua Dobbs, le quarterback qui a commencé la saison avec les Cardinals, qui de toute façon allait être mis un petit peu de côté puisque Jonathan Gannon avait dit que soit Kyler Murray allait pouvoir reprendre sa place dès cette semaine, soit ils essaieraient Clayton Tune. Donc de toute façon, Joshua Dobbs avec les Cardinals, c'était plus ou moins terminé. Alors est-ce que ça s'est terminé parce qu'il savait qu'il y avait des discussions avec d'autres franchises ou est-ce que c'était terminé avant? Bref, on sait pas trop, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que Joshua Dobbs arrive chez les Vikings. Est-ce que pour toi, c'est un bon fit de voir Joshua Dobbs débarquer dans l'équipe de Kevin O'Connell? C'est un petit peu plus complexe qu'au premier abord. Je pense que le fait que Minnesota soit allé chercher un quarterback, c'est une réponse à court terme à un problème immédiat. Joshua Dobbs jusqu'ici sur cette saison, c'est 62,8% de réussite, 1569 yards, 8 touchdowns, 5 interceptions, 46,6 de QB rating. Statistiquement, c'est pas un Kirk Cousins, mais c'est un niveau, voilà, 3 moyen. touchdowns à la course quand même pour 3 Joshua Dobbs. touchdowns à la course également. C'est-à-dire beaucoup plus que le nombre de touchdowns à la course de Des Minnesota, Vikings. cette saison, voilà. Heu, Ils l'ont obtenu contre un 6e tour, donc je dirais que le risque est quand même limité. Minnesota, ils sont un peu à la croisée des chemins, avec, cette blessure. Il y a la blessure de Cousins et à côté, il y a quand même des secteurs qui s'améliorent petit à petit, notamment l'offensive line, et la défense. Donc faut peut-être voir Joshua Dobbs comme une assurance vis-à-vis du quarterback, du rookie Jaren Hall. Mm. Jaren Hall, c'est un QB rookie de 5e tour. Alors je n'ai pas vu si, les Vikings ont pris une décision quant à Alors, leur titulaire du week-end. normalement, c'est Jaren Hall qui prendra Voilà. le départ du contre. Alors, c'est un match OK. contre Atlanta qui va être assez particulier parce que Oui. on a appris dans la journée de mercredi qu'en plus Desmond Reader était changé, était enlevé de son poste de titulaire au profit de Tyler Heineke. Donc on va avoir Tyler Heineke probablement contre Jaren Hall. Alors Kevin O'Connell a pas dit que Jaren Hall serait quarterback sur toute la saison. Je pense qu'il a envie de le tester contre Atlanta en Mmh. sachant que maintenant ils ont Joshua Dobbs derrière. Si jamais ça venait à mal se passer, ils ont quelque part un filet de sécurité qu'ils n'avaient pas. Alors il y a Nick Mullens qui va sortir aussi de la liste des blessés après cette semaine. Ça reste Nick Mullens. C'est pas Voilà. voilà, il récupère pas Kirk Cousins quoi. C'est Sans c'est vouloir c'est pas la faire sécurité offense, sociale, quoi. sans vouloir faire offense à Nick Mullens non plus. Je ne serais pas capable de faire ce qu'il fait. Nous en sommes tous d'accord. Mais il n'en reste pas moins que c'est pas forcément aussi ronflant que d'autres noms. Là, ils ont Joshua Dobbs pour faire un filet de sécurité et même, j'ai envie de dire, en cas malheureusement de nouvelles blessures du Mmh. quarterback, parce que Nick Mullens revient, mais il revient de la liste des blessés. Il suffit qu'il ait une rechute et tu te retrouves avec Jaren Hall quasiment tout seul. Quoi. Donc là, au moins, ils ont ce filet de sécurité supplémentaire, Mmh. les Ouais, Vikings. exactement. Mais pour l'instant, c'est Jaren Hall qui est prévu pour être starter dimanche. D'accord. Donc c'est très exactement le pot où je voulais en venir. Dobbs, ce sera un filet de sécurité et pour, l'avenir immédiat, il pourrait très bien rester en tant que remplaçant, solide ou voire même, pour un trade en fin de saison, ils peuvent peut-être en tirer un petit quelque chose, quoi. Ce sera pas, ils en auront pas un deuxième tour, hein, évidemment, mais ça peut toujours être ça de prix. Donc je dirais plutôt bon fit sur le papier. Attention cependant, Dobbs à Arizona, il se reposait énormément sur, le jeu au sol. À Minnesota, le jeu au sol, il est quasi inexistant, hein. Là aussi, je vais pas sans faire offense, aux Vikings, faut bien reconnaître que du côté des running backs, c'est pas fifou. Donc Ouais. à voir si, notre ami Joshua, s'il a du temps de jeu, pourra s'adapter. Alors on a parlé des Vikings, juste un petit mot sur le côté de Joshua Dobbs. Est-ce que pour lui finalement c'est un bon choix parce qu'on sait qu'il allait être remplaçant, on sait qu'il allait repasser derrière Kyler Murray. Là il se donne quand même une chance, j'ai pas dit que ça allait être le cas, une chance d'être titulaire dans une franchise qui en plus peut encore jouer les playoffs en fin de saison. Il n'y a rien d'infamant à se dire que les Vikings peuvent être en playoffs quand tu vois aujourd'hui le classement de la NFC.
Absolument, absolument et il se retrouve dans une équipe qui a un potentiel, de run pour les playoffs, il quitte, une équipe qui n'avait absolument aucun espoir. Donc lui, voilà. Dans ce domaine-là, hein, je enfin, là aussi, ce n'est pas faire insulte, aux, aux Cardinals, que de dire qu'avec un bilan de 1-7, bon les playoffs ça va être, Surtout en on est AFC, au-delà oui, du compliqué. oui, non, c'est en NFC, mais même en NFC, ça va être pas En possible. NFC, il y a que Carolina qui a un bilan, équivalent ou plus haut et encore Carolina a un match de moins. Ils Ils sont sont à 1 1-6, ouais, ils sont voilà. à 1-6. Donc non, 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 c'était quand tu es à 2 victoires du 3e de ta poule, c'est on peut dire que c'est mort et une fois de plus, je pense pas que ce soit un club qui ait les moyens de faire une remontada spectaculaire qui les placerait, dans la course. Malheureusement, Arizona, on savait que ça allait être compliqué pour eux. Ça Je le l'est. redis, leurs matchs sont pas vides, même si ça marque le pas, depuis quelques semaines, mais la saison va être longue. Ça, c'est absolument certain. Alors, on a parlé de Cleveland, d'Ezra Cleveland tout à l'heure. Il part donc du côté de Jacksonville contre un sixième tour. Voilà, pour être précis sur les trades. Justement, parlons rapidement des autres trades, notamment de l'arrivée, parce qu'on nous a posé la question sur Instagram, de Rasul Douglas qui arrive du côté des Bills de Buffalo. Alors, pour être complet, Rasul Douglas plus un cinquième tour sont échangés contre un troisième tour de Buffalo. Euh, Est-ce que on sait que les Bills étaient à la recherche de soutien dans le backfield défensif? Est-ce que c'est pour toi un bon fit? Est-ce que c'est pas finalement un peu un choix par défaut parce qu'ils n'ont pas pu avoir mieux? Hem, Sans c'est vouloir possible. offenser Rasul Douglas, hein. C'est possible. Il y a une chose qui est certaine, effectivement, les Bills avaient besoin, d'aide dans le backfield, puisqu'on le sait, Tre'Davious White est out, le linebacker Matt Milano, est out, la défense, avait, besoin d'aide et sans Tre'Davious White, beh, les starters, c'était Dan Jackson et Christian Benford. Il y avait bien aussi Kaiir Elam, qui était leur choix de premier round l'année dernière, mais jusqu'ici, il a starté que, 2 fois dans la saison. Il a été, inactif 5 fois. Donc je pense qu'ils obtiennent un corner qui est plutôt fiable, parce que Mmh. si on regarde les next gen stats, il alloue, entre 1 et 1,3 yards par snap, ce qui est un petit peu au-dessus de la moyenne, de la NFL. Hem, Après en termes de compensation, heu, niveau draft pick, c'est plutôt intéressant. Il a 29 ans, il est sous contrat, je crois, il a un contrat non garanti à 9 millions de dollars en 2024 avec les bonus. Je pense que pour traiter l'urgence, c'est plutôt pas mal. Les Bills, ils ont une petite fenêtre de Super Bowl. Je sais que Yannick me dirait que c'est un mur, mais ils ont tout de même une petite fenêtre de Super Bowl Une encore. chatière, une Heu, meurtrière, une meurtrière, voilà, mais qui est même si c'est juste un trou dans le mur, il y a quand même un espace, donc il faut le prendre. Ils avaient ce souci en défense. Ils ont été chercher de l'aide au poste dont ils avaient besoin. Sur le papier, ça fait sens. Oui, ça semble effectivement un choix tout à fait raisonnable. Alors pour les Packers de Green Bay qui perdent un élément défensif, ce sera peut-être plus compliqué, mais de toute façon, la saison s'annonçait déjà bien mal du côté du Wisconsin, si j'ose dire. Et je salue mon ami Mika, qui était avec nous pour les précédents podcasts, les années précédentes, qui est fan des Packers, et Mick aussi dans l'équipe qui est fan des Packers. Ils vivent une saison assez difficile, mais bon, que voulez-vous? C'est comme ça, hein. Je suis assez d'accord là-dessus. C'est peut-être que Green Bay, il perd, sur le coup, mais Green Bay, ils reconstruisent. Oui, Donc oui, oui, oui. Ils un ont un, et 4e ils ont un tour, choix, un troisième. un 3e tour, pardon. C'est toujours bon à prendre. Ils ont lâché un joueur qui avait encore de la valeur, plus peu de chances qu'il se retrouve, face à eux puisqu'ils Mm. l'envoient dans l'autre conférence.
c'est peut-être, un des signes de reconstruction du côté des Packers. Donc effectivement, sur le court terme, ils y perdent, sur le moyen terme, à voir. Deux petits trades en plus, très rapidement. Donovan Peoples-Jones qui arrive du côté des Lions de Détroit contre un sixième tour. Bon, là, c'est pour renforcer le corps de receveur. De toute façon, il était très peu utilisé cette année du côté de Cleveland. Il avait très très peu de réceptions à son actif. Bon, ça semble être un choix pas trop dangereux pour les Lions, qui gagnent un peu de profondeur dans l'effectif sans sacrifier énormément au niveau des tours de draft. C'est ça, les Lions, ils voient les playoffs se rapprocher. Ils étoffent, ils donnent un petit peu de profondeur à leur corps de receveurs. C'est vrai que People Jones, il avait connu une bonne saison, dernière avec, 839 yards, je crois, de réception. Bon, cette année, il, heu, il est certainement, en baisse. Bon, ça met de la profondeur sur le banc, sur le corps de receveur plutôt. Je pense que c'est ce que les Lions recherchaient, dans l'immédiat. Et on a aussi le trade. Alors lui, c'est le premier. Il n'est pas arrivé dans la journée de mardi. C'était lundi. C'est le départ de Leonard Williams des Giants en direction des Seahawks de Seattle contre un deuxième tour en 2024, un cinquième en 2025. Là encore, il va y avoir une ligne intéressante du côté de Seattle, qui eux aussi voient leur espoir de playoff gonfler, notamment avec la baisse de régime des 49ers. Absolument, trade intéressant pour eux, justement pour cette raison. Seattle, ils voient leurs espoirs de play-off se concrétiser. Ils voient Leonard Williams qui est un joueur qui a passé, 4 ans, voilà 4 ans à New York. Je crois il doit avoir 28 ans, Oui, je pense maintenant. 29, je crois. 29, voilà, Enfin bon, 28 29 ou ans. 29. Oui, c'est ça, 29 ans, autant pour moi. 470 plaquages, 39 sacs et demi, sur sa carrière. Un sac et demi «seulement» entre guillemets depuis le début de la saison, mais c'est un ajout, intéressant. Ça va leur permettre de rajouter du pass rush dans le ils ne seraient pas dans le contexte actuel, c'est-à-dire ils seraient au fond du baril. C'est peut-être pas un trade qu'ils auraient fait. Mais là, en l'occurrence, c'est un renfort intéressant pour eux dans l'optique d'aller chercher les playoffs et actuellement, ils sont en position pour le faire. Donc une fois de plus, ça fait sens. Il va y avoir un Thursday Night Football dans la nuit du 23 au 24 novembre. C'est ça, c'est même le troisième match de Thanksgiving, si je dis pas de bêtises, hein, puisque c'est le 20, oui c'est ça, c'est le 24 novembre, donc le troisième match de la soirée de Thanksgiving. D'ailleurs, on aura le bonheur de vous commenter en direct le match entre les Commanders et les Cowboys. Ce sera lui le deuxième match, ce sera à 22 heures et quelques. À 18 heures, vous aurez Lions Packers. Et donc à 2 heures du matin, le vendredi 24 novembre, pour finir cette soirée de Thanksgiving, il y aura un alléchant San Francisco 49ers Seattle Seahawks. Autant vous dire que là, la NFC West va être en ébullition et qu'il va y avoir du travail sur la ligne défensive. Parce qu'avec d'un côté Leonard Williams qui vient de débarquer et de l'autre côté Chase Young, Nick Bosa et compagnie, ça va être sympathique. Moi, je vous le dis, le ratez pas, celui-là non plus de rendez-vous. Mon cher Seb, une dernière question sur cette trade deadline. Il y a eu beaucoup moins de mouvements cette année que l'an dernier. Est-ce que t'es déçu au final de cette trade deadline? Déçu, je sais pas. À mon avis, il y avait pas vraiment de trade blockbuster, dans les tuyaux. Je suis un petit peu surpris par certaines équipes qui ont pas bougé, alors qu'elles avaient des besoins. Moi, je pense en particulier, à Carolina, qui est 1-6, qui a lâché son premier rang de 2024 pour obtenir Bryce Young. Qui aurait peut-être eu besoin d'aller chercher un receveur pour Mm. aider à le développer. Au hasard, Jerry Jeudy à Denver, qui était annoncé dans le trade block et qui ne l'a pas été. Dallas, ils auraient pu aller chercher, un running back ou un tight end ou, en défense, un DL, un linebacker ou un cornerback puisqu'ils ont perdu, Trevon Diggs. Bon, ils ont été, ni vendeurs, ni acheteurs.
Et puis, Denver, moi je les Oui. voyais, vendre pour gagner du cap parce que, Russell Wilson, il coûte cher, hein, et sa dynamique avec Sean Payton, elle a l'air assez, morte, jusqu'ici, même je pense qu'elle est morte donc eux qui soient restés inactifs, que ce soit en particulier qu'ils n'aient pas été vendeurs, ça m'a un petit peu surpris et ça m'interroge sur le projet de ce club. Oui, bah alors là, moi aussi, c'est les Broncos. Enfin, on nous a, on va pas dire bassiné, hein, mais on nous a ressassé les oreilles avec éventuellement Courtland Sutton, avec éventuellement Mmh. Jerry Jeudy, avec tout ça qui pourrait partir. Patrick Et Surtain également à un moment, on Pat parlait de Surtain Patrick également. Surtain qui pouvait partir. Et finalement, bah, plof. Non. Bon, Mmh. d'accord. Il s'est rien passé du tout. C'était l'encéphalogramme plat. Alors, du coup, ça va me permettre de faire la question qu'on a reçue sur Instagram, qui était, est-ce que les Broncos, depuis la victoire des Chiefs, est-ce qu'ils ont une chance d'aller en playoff? Est-ce qu'ils croient finalement à cette chance d'aller en playoff? Alors, habituellement, comme, je pense que tu abonderas à mon sens, quand je réponds à une question, j'évite de répondre, de Frontalement. façon sèche, frontale et d'argumenter. C'est vrai que tu es Là, plus alors mesuré que d'autres dans l'équipe. voilà, Je ne vise personne. là, je suis vraiment désolé, mais je vais être obligé de répondre non. C'est pas parce que les Broncos ont réussi un exploit, contre les Chiefs, hein, qui était un coup, bien monté, hein, j'ai pas de souci là-dessus, mais ils sont à 3-5. Alors OK, d'accord, les 2 autres clubs devant, c'est-à-dire Las Vegas et Los Angeles, ils sont à 3 victoires aussi. Mais faut regarder un petit peu l'environnement de l'AFC, pour voir que l'AFC West, heu, il y a un club qui en sortira et ça m'étonnerait franchement qu'il y en ait un deuxième parce que les Chargers qui sont deuxièmes à 3-4, ça va être compliqué aussi pour eux. Si tu regardes, Houston également est à 3-4, Tennessee est à 3-4, Indianapolis est à 3-5. L'AFC Nord, j'en parle même pas. Tous les poursuivants de Baltimore sont à 4 victoires. Et du côté de l'AFC Est, les 2 poursuivants de Miami, Buffalo est à 5 victoires, New York est à 4. Donc non, moi dans le contexte actuel, vu la façon, le jeu surtout qui est proposé, la pauvreté du jeu offensif proposé, je vois pas Denver, se lancer encore, là dans une remontada qui leur permettrait, parce que dans la l'AFC West, je suis désolé, mais pour se qualifier, faudrait dépasser les Chiefs. Bah oui, Ça me c'est paraît ça. compliqué là. C'est ce que tu disais. Tu vois une seule équipe se qualifier en AFC West et on va pas se mentir, tu vois pas vraiment les Broncos Non, non et puis être les l'équipe qui les se Broncos, qualifie. ils ont déjà 2 défaites, hein, dans la Eh division. Ils oui, sont bien sûr. une victoire. Alors certes, quelle victoire, hein, pas de souci là-dessus. Ils ont pris le leader, mais il y a 2 défaites et ça va coûter cher et tous ceux qui sont devant n'ont qu'une seule défaite en division. Et le calendrier, je vous le fais pas dans l'ordre de Denver jusqu'à la fin de saison, mais il y a les Lions, les Bills, les Browns, les Vikings, 2 fois les Chargers, les Texans, les Raiders et les Patriots. Donc, hormis les Raiders et les Patriots qui, bon, visiblement, vont avoir du mal cette saison, à la rigueur les Texans. Après, tu as 2 fois les Chargers en division quand même à te prendre, et les Lions, les Bills, les Browns et les Vikings qui seront pas évidents à manœuvrer. Donc, ça reste très Non, très ça très non, ça va être compliqué. compliqué. Ouais, c'est très 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 compliqué. Ça ça Euh, ça va être compliqué, hein. Je suis désolé de décevoir, certainement ce fan des Broncos qui nous a écrit, mais alors et on le peut-être que salue, l'histoire me hein. donnera tort, On hein. le salue, hein, d'ailleurs. On salue tous les fans des Bien Broncos. bien entendu, hein. On souhaite de mal à aucune franchise. Même si on a nos préférences, on souhaite de mal à aucune franchise, c'est évident. Mais moi j'ai peur que la marche soit beaucoup enfin c'est pas une marche, c'est un escalier là. C'est même le Mont Blanc à gravir. Euh, mais ça leur fait pas peur dans le Colorado à grimper des montagnes. Ils aiment Oui, ça. oui, ils ont C'est l'habitude. ça, ils aiment ça. Et on a une dernière question sur Instagram, alors qu'il n'a pas de rapport direct avec notre podcast du jour, mais je vais la poser puisqu'elle nous a été posée et qu'on prend toutes les questions. C'est Mathias qui nous demande qui, pour toi, représente le meilleur duo quarterback-receveur actuellement, ou quarterback tight end. Est-ce que c'est Mahomes Kelsey, Allen Diggs, Stafford Cup, ou autre, Chase Burrow par exemple, ou je sais pas, Derek Carr, Chris Olave, enfin qui tu veux. Au hasard. Oh, bah, c'est Derek pris Carr. comme ça, mais tu sais, moi je suis comme ça.
j'ai pioché une franchise, pif paf pouf, bon c'est tombé sur les Saints, c'est ce que Oui, je te dis. voilà, c'est assez fou, hein, quand même. C'est Ça fou ce arrive, hasard. ça arrive. Hem, on peut en citer beaucoup, hein. Tu en as cité plusieurs, hein, d'ailleurs de ces duos. Je vais répondre par une évidence. Je pense que le duo, moi, le duo qui tourne le mieux, c'est un duo, quarterback, tight end et c'est le duo, Mahomes-Kelce. Ça se traduit, hein, de toute façon, ça se voit quand Kelce est très en forme, les Chiefs gagnent. C'est immanquable. Là, c'est une réalité, scientifique. Là, Travis, il en est à 54 réceptions sur 68 targets, pardon, 583 yards, 10,8 yards de moyenne par réception. Il a marqué 4 fois. C'est une machinerie qui est bien huilée. Après, oui, bien sûr, on en a d'autres, hein, Chase Burrow, bien sûr, qui est l'un des plus fameux. Même le duo, Jefferson, Cousins, même si là, bon, au moment où je parle, les 2 Ils sont à sont à l'infirmerie, l'infirmerie et bon, c'est moins pratique, l'un, ça plus marche moins longtemps que bien, l'autre, donc ça c'est va beaucoup moins bien marcher. ça va beaucoup moins bien marcher maintenant, hein, forcément. Mais effectivement, les duos, les grands duos, receveurs, receveurs QB, en NFL, c'est pas ce qui manque. À mon avis, actuellement, le plus marquant, c'est celui-là, c'est, Kelce Mahomes. Parfait. Comme d'habitude, avant la fin de cette émission, je détaille le programme de la 9e semaine de compétition en vous rappelant qu'à partir de 17h30 dimanche, vous pourrez retrouver Seb, Bertrand et Yaya pour vous analyser toutes les rencontres avant la Red Zone de 19h, c'est à 17h30 sur Twitch et sur YouTube. Le programme de cette week 9 commence donc comme d'habitude dans la nuit de jeudi à vendredi à 1h15. Alors faut faire attention parce que il y a le début de la journée qui est en heure décalée parce que les Américains ont toujours pas changé d'heure, mais après ils vont changer pendant le week-end et donc du coup le dimanche ça repasse à 19h. Autant vous dire que c'est un petit peu le bazar en ce moment. 1h15 donc, vendredi matin, les Steelers contre les Titans du Tennessee, avec Kenny Pickett pour les Steelers, et avec, ça a été confirmé il y a quelques instants, Will Levis qui prendra le départ pour les Titans, puisque Ryan Tannehill est forfait pour la rencontre. Ce sera à suivre bien évidemment chez nos amis de Beansport à 15h30 dimanche 5 novembre. Ne ratez surtout pas, sous aucun prétexte, sur France 2 et sur Sisplay, sur France 2 n'importe quoi, sur Beansport 2 pardon, et sur Sisplay, pas encore sur France 2 malheureusement, sur Beansport 2 et sur Sisplay, il y aura pas de match sur Sisplay pendant la Red Zone puisque ce sera le match de 15h30 qui passera et c'est le très attendu Dolphins Chiefs en Allemagne, ça se joue en Europe et ce sera vraiment un événement particulièrement attendu. Pendant la Red Zone à 19h, nous aurons les Vikings qui recevront les Falcons, les Seahawks qui recevront les Ravens de Baltimore, un sacré choc entre Seattle et Baltimore d'ailleurs, les Cardinals qui reçoivent les Browns, les Rams qui reçoivent les Packers, les Buccaneers qui joueront contre les Texans, les Commanders contre les Patriots, les Bears face aux Saints. Ensuite, à 22h, Colts, Panthers, Giants, Raiders et Cowboys, Eagles. Et le lundi 6 novembre, les Bengals face aux Bills. Ça, c'est pour le Sunday Night Football. Et pour le Monday Night Football, la très attendue équipe des Jets qui sera opposée aux Chargers de Los Angeles qui n'ont plus beaucoup le droit à l'erreur cette saison. Tu en as parlé dans cette AFC West qui est relativement compliquée. Voilà mon cher Seb pour un programme alléchant une nouvelle fois. J'ai pas donné les équipes qui étaient en bye week. Tiens, on va donner les équipes en bye week. Les 49ers, les Broncos, les Lions et les Jaguars. Toi, t'es tranquille ce week-end, t'es sûr de pas perdre. Voilà. Exactement, c'est toujours cette Et prise, j'ai moi, envie de dire. et moi, si Surprends je souvent. perds, je vais me faire joliment moquer par à peu près toute l'équipe de TFA, puisque du coup, je perdrai contre les Bears de Chicago, avec notre ami Tyson à la manette, à la baguette, j'ai envie de dire. Euh, notre ami Tyson à la baguette. Et ce sera très difficile à vivre pour moi. Mais que voulez-vous? Ainsi va la vie des Saints. C'est comme ça. Mon cher Seb, merci beaucoup pour ta présence. Merci beaucoup pour ce podcast. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. On se dit rendez-vous donc dimanche 17h30 en live sur Twitch et sur YouTube avec Yaya, Bertrand et Seb pour vous parler de tous les matchs de la Red Zone. Et nous, on se retrouve mardi à 7h, 7h30 après qu'on ait enregistré le podcast pour le débriefing de cette 9e semaine de compétition. À très vite sur les podcasts de TFA. Salut, salut. Ciao, bye.